Salut à tous, merci d'avoir cliqué sur Bureau Oval. Dans cette émission, nous allons revenir sur la tournée en Argentine. Voilà, c'était prévu, nous le ferons. Il y a eu des affaires extra-sportives et notamment 3 noms qui nous ont beaucoup marqué. Oscar Jégou, Hugo Oradou et Melvin Jaminet. On s'est beaucoup posé la question, est-ce que oui ou non, nous devons faire cette émission? Eh bien, nous allons assumer et regarder l'actualité en face. Il y a eu 3 matchs, il y a eu 2 victoires, il y a eu une défaite contre l'Argentine et contre l'Uruguay et on va débriefer tout ça dans Bureau Oval, on vous le promet. Voilà, regardez l'actualité en face. Habituellement, on parle toujours beaucoup uniquement de sportifs. Quand l'actualité nous oblige à le faire, eh bien, on doit aussi se retourner vers l'extra sportif et surtout dire la vérité sur ce qu'on pense et on vous le doit, vous qui nous suivez depuis le début. Pour en parler, je retrouve en plateau, comme d'habitude, mon équipe favorite et mon duo avec Pierre Amiche. Comment ça, mon Pierrot? Salut, ça va, un peu délicat, comme t'as pu le dire en préambule, de parler du sportif quand la tournée de l'équipe de France a été marquée par tout ce qui s'est passé autour. On va essayer de faire le job, comme on dit. Bah ouais, c'est comme ça, Lucien. C'est vrai qu'on a vécu une semaine compliquée où le rugby a été forcément égratigné, mais voilà, c'est aussi notre rôle d'affronter ça. Oui, bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Écoutez, je suis heureux et ravi de devenir chroniqueur police-justice de Bureau Oval. En tout cas, pour garder un peu de sérieux, on va revenir sur ça ensemble et peut-être parler du rugby plus généralement et aussi de cette affaire. Ouais. Tu sais quoi, Lucien, on va faire les deux en même temps. Voilà. On va regarder le sommaire, on va regarder ce dont on va parler dans Bureau Oval. L'affaire Oradou Jégou, c'est ce qui est actuellement encore en cours parce que les 2 joueurs, on le rappelle, âgés de 20 et 21 ans, sont mis en examen pour viol aggravé avec la participation de 2 personnes. On va aussi parler de l'affaire Melvin Jaminet qui a tenu des propos inacceptables. Le focus où on va parler de sport, évidemment, le positif et le négatif de cette tournée. Qu'est-ce qu'il y a finalement à retenir de 3 matchs qui se sont disputés dans un contexte particulier? Mais il y a aussi eu le terrain, donc il y a des enseignements à tirer. Et c'était une tournée où certains joueurs pouvaient potentiellement gagner leur place. On sait que c'est assez dur de gagner sa place sur une tournée d'été. Eh ben on va voir si certains joueurs l'ont gagné cette place ou tout simplement ont gagné la chance de revenir en équipe de France s'ils sont par hasard appelés par Fabien Galtier, les amis. Allez, on part tout de suite et on va discuter de ces affaires extra-sportives. C'est parti. Alors déjà, les faits, les gars, on va s'arrêter un tout petit peu là-dessus. On va rappeler que Hugo Oradou et Oscar Jégou, qui sont âgés de 20 et 21 ans, ont été mis en examen pour viol aggravé. Actuellement, ils sont en détention, en attente d'un procès. D'ailleurs, un procès qui va avoir lieu plus tôt que prévu. Ils ont des peines. Ils pourraient être condamnés de peines allant de 8 à 20 ans d'emprisonnement. C'est pour ça qu'on en parle, parce que c'est extrêmement grave les faits qui leur sont reprochés. Merci. Ils contestent les faits. On va tenir un espèce d'équilibre quand même, évidemment, dans la couverture médiatique de cette affaire-là. Alors déjà, les gars, Pierre, on imagine que toute cette affaire-là, bon, elle était évidemment pas prévue, mais ça nous pète un peu à la gueule, quoi. On est un peu là comme des lapins devant des phares en se disant qu'est-ce qui nous arrive? C'est hyper violent. Florian Grill a parlé d'une affaire vraiment dramatique. Est-ce que tu partages un peu les mots du président de la Fédé? Bien sûr, de toute façon, quels que soient les résultats de l'enquête et l'issue de cette affaire, quoi qu'il arrive, elle aura sali pour l'histoire, à jamais, cette tournée, les joueurs qui étaient présents. Quoi qu'il arrive, et même si on va aborder l'aspect sportif, cette tournée est perdue, largement perdue, au moins dans l'esprit et dans les cœurs, parce qu'il faut pas oublier que le rugby est un sport qui se drape dans les vertus de manière assez régulière. On défend les valeurs du rugby, et aujourd'hui, ça me paraît de plus en plus délicat de le faire, même si c'est le sport que j'aime, c'est celui qui a animé ma passion d'enfant. Je me revois à l'âge de 9 ans dormir avec mon ballon. Tout ça s'effacera pas. Mais aujourd'hui, j'ai du mal à tenir le discours du sport exemplaire et des hommes parfaits. Reste que, et tu l'as dit, il y a toujours une présomption d'innocence. Pour l'instant, les faits qui leur sont reprochés, il y a une enquête qui est en cours. J'aimerais simplement aborder un aspect, non pas légal, parce que ça, j'étais pas présent ni dans la chambre d'hôtel, ni sur place, ni en Argentine, je ne sais pas ce qui s'est passé. On va pas ici faire le procès de ce qui s'est passé. En revanche, on peut ouvrir la porte à 2 choses.
La première, c'est la moralité. Je sais que on n'est pas des prêtres, hein, on n'est pas là pour dire le bien du mal. Reste qu'on a 2 joueurs de l'équipe de France qui sont jeunes, qui ont moins de 22 ans, qui ont pris la décision de sortir en boîte de nuit à une heure extrêmement tardive, ivre, de ramener une femme à l'hôtel, le tout entre 2 matchs de l'équipe de France. Les joueurs de l'équipe de France sont des ambassadeurs. Ils représentent notre pays, notre sport, notre passion. Ils représentent notre nation à l'étranger. Avoir un comportement inconséquent, irresponsable, peu importe si elle était consentante ou non, pour moi, ça relève de l'anormal. Quelque chose qu'on ne devrait pas pouvoir l'accepter dans un sport professionnel. Cela étant dit, le rugby est gangréné depuis des années et des années et des années de manière presque séculaire par les excès, que ce soit ceux liés à la drogue, à l'alcool, aux soirées, à cette forme d'impunité globale qui existe et ce culte de la 3e mi-temps où c'est l'exutoire absolu. Les conséquences de tout ça, on les paye aujourd'hui. Parce que le rugby était pas mieux avant, mais il est pas mieux maintenant. Parce qu'il y a davantage de médiatisation pour ces affaires-là et c'est tant mieux. Parce qu'il y a une libération de la parole qui fait que les victimes ont peut-être tendance à plus dénoncer les choses. Mais aujourd'hui, je crois que le rugby doit affronter, et Florian Grill l'a dit, il ne doit plus mettre la poussière sous le tapis, il doit affronter ses démons. Et parmi ces démons, il y a ceux des soirées, ceux des excès, ceux de la folie. Peu importe que ça se passe à l'autre bout du monde ou au bout de la nuit, c'est inacceptable. Voilà, ne serait-ce que sur le terrain de la morale. Alors effectivement, on sent que tu l'as hyper mal vécu aussi, même en tant qu'amoureux du rugby. C'est la honte. De nous aussi qui touchons des fois, Lucien, les coulisses du rugby. On va pas se mentir, on va pas non plus être totalement hypocrite. C'est-à-dire que on le sait que des fois il y a des débordements dans le rugby en coulisses. À ce point-là, on n'est pas en train de dire qu'on couvre quoi que ce soit. Mais est-ce que toi, de voir par exemple, je sais pas moi, Melvin Jaminet être clairement torché comme pas possible après un match de l'équipe de France, ça t'a étonné? Bah, voir un joueur de rugby ivre après un match, de manière générale, c'est pas quelque chose qui m'étonne. Parce que c'est là où le rugby est pris au piège de son propre jeu. C'est que la 3e mi-temps fait partie inhérente du rugby. C'est même mis en avant par les clubs où le joueur qui joue pas un week-end va aller voir les sponsors et va aller boire une bière avec eux parce que ça fait plaisir. Bref, la culture de l'alcool et de la 3e mi-temps est présente dans le rugby et jusqu'à une certaine limite, ça fait son charme. Maintenant, ça touche de plus en plus ses limites parce que c'est plus possible comme avant dans une tournée dans les années 80 comme disait Pierre, de pousser la poussière sous le tapis. Là maintenant, toutes les affaires prennent des ampleurs à des proportions beaucoup plus importantes et du coup, il est temps de regarder les problèmes en face parce que c'est pas une affaire qui arrive après 40 ans d'immaculée conception où tout s'est toujours bien passé. On a eu Bastard en 2009. C'était en 2009 à une époque où les réseaux sociaux étaient déjà moins présents. Je me demande ce qui se serait passé si il y avait eu Twitter, Instagram, les chaînes d'information continuent déjà. 2015, il y a eu Édimbourg. On a eu l'affaire des Grenoblois là qui sont en instance de jugement aux assises. Enfin, c'est pas un événement isolé. Donc, saisissons cette occasion de traiter ce problème dans le rugby. Voilà. Après, moi, je suis amoureux de mon sport et j'aime aussi le côté festif et jovial du rugby. Donc, c'est quelque chose qui fait le charme de ce sport. Maintenant, tu peux quand même être mais il s'agirait festif, jovial. Voilà. C'est pour ça, c'est le piège dans lequel je voulais pas qu'on tombe, c'est que on va pas commencer à dire des banalités. Et évidemment que rien n'excuse si c'est passé. Non, bien sûr. Mais est-ce que cette affaire peut nous amener à faire une introspection sur ce que le rugby dégage? Oui, parce que c'est l'équipe de France et que la caisse de résonance est immense, parce que la présidence a la volonté de combattre le fléau qui est aujourd'hui la drogue, parce que on en parle de plus en plus, mais il y a un vrai problème avec les usages des drogues récréatives dans les 3e mi-temps. Je parle de cocaïne. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est un peu plus banalisé qu'il y a ne serait-ce que 20 ans. Oui, parce que la résonance n'est pas que rugbystique, elle est géopolitique. Aujourd'hui, on a 2 ressortissants français qui sont enfermés et mis en examen en Argentine, ils risquent jusqu'à 20 ans de cabane. On parle pas parce que là, on a tendance à mettre sur le même plan, et je le comprends, parce que tout ça fait partie des affaires avec un grand A qu'on peut mettre dans le rugby. Mais Mathieu Bastaro qui ment parce qu'il a pris une table basse dans la gueule, Arthur Ituria qui fait Superman dans son plumard et qui s'ouvre la tronche, et Melvin Jaminet ivre-mort qui tient des propos racistes. On le rappelle, hein, c'est un délit, pas une opinion, mais qui tient des propos racistes. Tout ça, ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on a pu voir du côté de Grenoble où des joueurs sont mis en examen et sont en train de passer aux assises à l'heure actuelle pour viol, et 2 joueurs de l'équipe de France mis en examen pour viol aggravé. Ça, mais ça a comme point commun le sommet de la pyramide, c'est gravissime. Mais toutes ces affaires ont comme point commun l'alcool et les 3e mi-temps. Oui, tu as raison, c'est vrai. Mais je crois que il y a pas un
terreau plus fertile que le rugby de ce point de vue-là. Parce qu'on a des gamins qui grandissent dans le culte du corps et de la puissance, parce qu'on a la sacralisation de cette troisième mi-temps, parce qu'on a aussi des compétiteurs. Ils ont que 20 piges, mais c'est des gamins qui, depuis qu'ils ont 9 ou 10 ans, ils veulent être les plus forts, les meilleurs, et ça marche aussi en troisième mi-temps, être ceux qui boivent le plus, qui vont le plus loin, qui font plus les cons. Et puis après, il y a quand même un aspect qui a été soulevé par certains sociologues ces dernières semaines. C'est un univers extrêmement masculin, extrêmement mais on le sent bien que les sorties de ces sociologues, et notamment un sociologue qui a été interrogé notamment sur Télématin, on sent bien que ces prises de parole, elles sont pas du tout bien accueillies par la communauté rugby. On sent bien que évoquer les troisième mi-temps, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Alors il y a Florian Grill qui a parlé notamment d'un plan addiction qu'il a lancé. Donc le rugby ne fait pas rien, et notamment Florian Grill, j'ai trouvé qu'il avait eu une communication qui était franchement exemplaire sur cette affaire-là. Il en a quelques-unes à gérer depuis qu'il est arrivé. Il a notamment dit en février, on a lancé un plan addiction cocaïne et alcool car on avait des échos sur des choses qui n'allaient pas. Est-ce qu'il n'y a pas des problématiques de violence sexuelle dans le rugby? Oui, donc déjà on a un président qui assume, Lucien, dans un milieu qui, on le sent bien, n'est pas forcément tout à fait prêt à dire bon, on a quand même un problème, on est peut-être un peu malade. Bah ça fait toujours mal de regarder ça en face. Maintenant, comme tu disais, faut regarder les faits. Et à partir du moment où les faits s'accumulent sur des affaires qui sont similaires avec des points communs, bah traitons-les quoi. Donc Florent Grill fait très bien de saisir cette affaire et allons au bout du processus cette fois-ci. Et ne mettons pas juste en place un plan de com ou des conférences de presse, des excuses. Mettons les problèmes derrière nous pour regarder que ce qu'il y a de positif dans le rugby quoi. Faut aussi pas croire que c'est un mal français. Parce que aujourd'hui, Hapi Ratuniarawa est accusé par 3 femmes d'agression sexuelle. On a vu Joshua Raisuki qui a été licencié du Stade français suite à un problème d'agression sexuelle. On a vu des joueurs néo-zélandais mis en cause. Après aussi, à travers tout ça, c'est aussi un reflet de la société. Aujourd'hui, les affaires d'agression sexuelle sortent à une époque où elles sortaient pas. Donc le rugby en fait partie, en est touché, voilà, pour des raisons qui peuvent s'expliquer. Chacun a ses raisons, mais surtout voilà, c'est aussi sociétal. C'est tout ça qui ressort. Il y a la question de gérer finalement ces tournées, parce que en tournée il y a eu plein d'affaires qui sont sorties particulièrement. Alors tu en as évoqué tout à l'heure. On peut très récemment parler aussi d'Édimbourg avec l'affaire des fêtards en plein tournoi. Et on sent bien que là, Florian Grill, il est un peu embêté. Alors sur la dernière conférence de presse qu'il a fait, il a notamment dit que les joueurs étaient sortis du cadre et qu'il ne met aucune responsabilité sur le staff. Qu'en gros, ce qui se passe, c'est que quand les joueurs sortent, ils doivent être accompagnés d'un senior, en l'occurrence par exemple Baptiste Rhin qui doit les accompagner, et que là, Oradou, Jégou, ils sont sortis seuls. Mais c'est compliqué de gérer ça. Est-ce qu'il faut tout interdire? Non, plus, je vais pas dire que le staff est friand des sorties de joueurs, mais par exemple, en 2007, c'est parce que les joueurs se sont mis une bringue énorme après avoir perdu contre l'Argentine, qu'apparemment ils se seraient soudés, et c'est grâce aux vertus de la troisième mi-temps et tout, qu'ils auraient réussi à gagner contre le Black en 2007. Oui, mais c'est un moment de partage. Oui, voilà. Mais du coup, le staff sait que en faisant sortir les joueurs, en les faisant faire, en ce que ils vont se faire des souvenirs en sortant, ça permet de souder le groupe. Donc, je sais pas s'ils ont vraiment non, mais tu vois ce que je veux dire? Pas par rapport, encore une fois, pas par rapport à ce qui s'est passé. De toute manière, on a une communauté qui comprend bien. Voilà, ce que tu veux dire. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, je pense pas que le staff cherche vraiment à interdire, parce qu'ils sont au courant que les tournées et les sorties font partie de ce qui va créer le groupe. Donc, mais du coup, sûrement que cette affaire va changer, et je suppose qu'à l'avenir, les troisième mi-temps vont être beaucoup plus verrouillés que comme c'était jusqu'à présent. Mais souvent, on disait partir en tournée, c'est l'occasion de se faire des souvenirs. La jeunesse se fait en tournée et tout, mais bon, on a vu le résultat. Après, ils peuvent aller faire des sorties touristiques ou aller aux zoos, tu vois. Ils sont pas obligés de se mettre carpette et de dégueuler en boîte de nuit. Oui, mais c'est toute la culture du truc. Il y a un truc quand même qui me gêne dans ce narratif-là qu'on est en train de faire. Je sens que point presque l'idée que c'est pas tant la faute du staff que de la fédé, peut-être qu'en mettant des chaperons ou des organismes de sécurité ou mais putain, ils sont responsables de ce qu'ils font. Voilà, personne les force à sortir, personne les force à se mettre des carreaux, personne les force à continuer à boire alors qu'ils s'ouvrent la gueule avec un verre, parce qu'on a eu des témoignages qui sont sortis dans la presse en Argentine, et c'est le cas d'Oscar Jégou. Personne les force à boire jusqu'à dégueuler, personne les force à rentrer à 6h du matin. Ils sont responsables de ce qu'ils font. Tu peux mettre un chaperon. Si le type il veut dans sa chambre d'hôtel prendre 2 bouteilles au bar et se finir dans sa chambre, personne peut s'en empêcher quoi. Donc puis, tu vois, on cherche trop de coupables en fait autres que les joueurs eux-mêmes. Voilà, les principaux responsables de ce comportement idiot, ce sont les idiots. C'est pas le cadre, c'est pas le contexte, c'est pas, évidemment que tout ça pèse. J'imagine que Oradou et Jégou, c'est pas des teubés finis. Ils ont pas attendu pendant 3 mois la tournée en Argentine pour se mettre une timbale et finir en prison.
N'empêche que le comportement le plus irresponsable, ce sont eux qui l'ont eu. C'est pas la fédération, c'est pas le staff, c'est pas le pauvre Baptiste Serin, c'est pas les joueurs qui n'ont rien fait, parce qu'il y a quand même des joueurs dans cette tournée-là qui ont dû assumer les conneries des autres et qui vont revenir un peu comme un Aïsna avec l'image apposée au front, ce saut de la tournée de la honte. Et je trouve ça assez cruel que des joueurs comme Lester Etienne, des joueurs comme ou d'autres ont fêté leur première sélection et tout ça sera balayé dans 10 ans. Qu'est-ce qu'on retiendra de cette tournée? On retiendra cette affaire-là. On retiendra un crétin raciste ivre-mort qui fait des vidéos et de ses avocats qui nous menacent parce que si on en parle ou si on la diffuse, et ben finalement on sera attaqué parce que il a pas fait exprès. Au bout d'un moment, tout doit s'assumer. La justice doit passer, la justice passera. Mais il y a aussi une notion morale qui, moi, m'importe. Ouais, je comprends. Et l'exemplarité des joueurs de l'équipe de France, c'est pas simplement pour les gosses et qu'on puisse dire, ah oui, pour donner un exemple aux enfants. C'est aussi que ils doivent être exemplaires parce qu'ils sont les représentants de notre nation, au moins le temps d'une tournée. Donc, ne banalisons pas ce qu'ils ont fait, pas du tout, mais ne déresponsabilisons pas non plus les joueurs en disant, oh, bah, ça, c'est pas vraiment leur faute non plus, quoi. Ouais, alors, pour être complet sur cette affaire Auradou Jégou, on va quand même voir ce que dit l'avocat Antoine Veil, l'un des avocats, parce qu'ils ont des avocats en France, ils ont des avocats en Argentine. Voilà, il dit, il y a quand même des éléments favorables à une forme de relation consentie, même si cela ne veut pas dire que le rapport sexuel l'a été. Personne n'a forcé la plaignante à prendre de l'alcool et à rentrer. La version qui est fournie est largement contestable. Voilà, pour respecter un peu l'équilibre de la défense notamment. Il y a une possibilité de plaider coupable aussi pour eux. C'est ce que permet le droit argentin. Je pense qu'ils ne le feront pas, mais a été soulevée la question du plaider coupable, et donc ça veut dire une atténuation énorme de la peine, une tractation financière, et peut-être la possibilité d'avoir un aménagement de peine. Aujourd'hui, l'aménagement de peine a été refusé pour Oscar Jégou et pour Auradou, à voir si dans les jours ou les semaines qui viennent, le gouvernement français risque de faire pression sur la justice argentine dans la mesure de ce qu'elle a le droit de faire pour essayer d'obtenir une libération conditionnelle en Argentine. On rappelle là qu'ils sont toujours en prison. Ça risque d'être assez long jusqu'au procès. Tant qu'ils seront en Argentine, l'affaire sera encore là en fait. On pourra vraiment dire que c'est terminé une fois qu'ils seront en France, mais c'est une affaire qui va rester dans le temps, qui va vraiment. Et puis il y a la volonté d'être exemplaire et de faire un exemple, peut-être aussi pour la justice argentine, parce que mine de rien, deux ressortissants étrangers qui viennent en Argentine et qui finissent par violer une femme, puisque c'est de ça dont ils sont accusés. J'imagine mal la justice argentine dire, oh, allez, rentrez chez vous, on verra plus tard. Ouais. Alors, dernière question, et après on va passer aux sportifs, les gars. On aurait dû rentrer ou pas? C'est compliqué. Je vous pose la question aussi à vous dans les commentaires. Tu me poses la question moi, j'avoue. T'y étais pas, tu serais rentré. Moi, je voulais. Au lendemain de l'affaire, je t'aurais dit oui, bon, on rentre, c'est ridicule, mais bon, après, voilà, il y a eu les 2 autres matchs. Il y a des joueurs qui méritaient d'être là, qui méritaient d'avoir leur première sélection, qui sont battus toute la saison pour l'avoir, qui profitaient de cette tournée, que les joueurs premium soient pas là pour jouer. Donc, parce que 2 mecs, sont accusés. Est-ce qu'il fallait, c'est compliqué. Mais tu sais, Lucien, t'as le droit d'avoir un avis nuancé sur la question. Oui. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que t'es bon. Mais effectivement, je sais que Pierre, toi, t'étais plus de l'avis de partir, et ça m'intéresse beaucoup que tu expliques pourquoi. En fait, c'était un vœu pieux. Je crois que il y a des rendez-vous dans la vie, et il y en a un qui était avec son propre honneur. On s'est déshonoré. En tout cas, l'équipe de France l'a été. Même si les accusations contre Jégou et Auradou finissent par être abandonnées, les charges abandonnées, et qu'on finisse par dénouer le vrai du faux ou pas, mais qu'ils finissent libres, peu importe ce qu'a fait Melvin Jaminet, rien que ça est infamant. Que les Français soient accusés est infamant. Donc oui, à chaud, je reconnais que pour moi, ça aurait été juste de rentrer. Ouais. Maintenant, il y a des considérations économiques. On parle de 2 fédérations qui sont en banqueroute. On parle de 2 fédérations qui ont d'immenses problèmes d'argent. Cette tournée-là, c'est une manne financière importante pour l'équipe d'Argentine, aussi pour l'équipe de France qui a des diffuseurs pour ces matchs-là. Je pense que même si Eric Bail et Marc Lièvremont ont été excellents, je trouve, dans leur traitement, dans la façon dont ils ont commenté le 2e test match, je pense que Canal aurait été extrêmement vexé de ne pas avoir ce 2e match en l'ayant payé. Je dis pas du tout que l'équipe de France est restée parce que Canal a demandé, c'est pas ça que je dis. Mais il y a un écosystème, il y a une survivance économique importante grâce à ces tournées-là.
objectivement, ça aurait été impossible de rentrer. Même si je pense que sincèrement, ça aurait été bien. Ça aurait été. Après, il y avait des suiveurs du rugby qui se disaient, moi j'ai envie de voir les Bleus et que les méfaits, si par hasard ça a eu lieu de 2 joueurs, j'ai pas envie que ça impacte d'autres joueurs qui peuvent se montrer potentiellement et qui jouent aussi leur avenir, qui bossent pour ça. Mais c'est vrai que Poirier, par exemple, qui est pas souvent en équipe de France, disait, c'est vrai qu'on avait envie d'être auprès de nos familles. Donc c'est difficile de savoir quelle était la bonne décision. Et puis t'imagines la tempête sur place, quoi. Ouais, je veux dire, nous on est. Mais je me demande ça, tu vois, si on a vraiment le côté vase clos et du coup c'est que par les réseaux sociaux, ça a dû être vraiment très particulier à vivre pour les joueurs. Même tu t'imagines, t'as 2 copains à toi, même t'as partagé des prépas avec eux, tu joues en club avec eux, tu les connais certains depuis des années. Ils sont en prison. Et d'un coup ils sont en tôle, quoi. Enfin, c'est pas des petites accusations. C'est-à-dire que Melvin Jaminet qui rentre, tout le monde a dit putain quel con, c'est nul pour lui et tout. Mais bon voilà, tant pis. Mais les autres, il y a la police qui est venue à l'hôtel les arrêter, ils sont partis dans Mendoza en prison, quoi. Enfin c'est pas rien. Je veux dire, vous connaissez beaucoup de gars qui sont allés en prison. Moi, je fréquente pas de gens qui ont fréquenté des prisons, quoi, tu vois. Ah, je viens de Boulogne. Ah ouais. C'est chaud. Tu connais, ouais. Si, t'as vu. Absolument pas. Donc voilà, on voulait en tout cas faire le point et ça nous intéresse aussi votre avis. On n'est absolument pas fermé à tous les avis tant qu'ils respectent évidemment les normes de la loi. Mais n'hésitez pas à nous dire un peu ce que vous en avez pensé et voilà. Je pense que c'est un peu intéressant et très important aussi d'en parler et peut-être pour expier certaines choses que c'est cathartique, a besoin. Exactement avoir un regard sur soi-même, c'est important. Et puis aussi, si on est là, c'est pas uniquement pour parler de l'extra sportif, on va parler du sportif. Il y a un contexte, mais il y en a quand même, donc on va faire le focus et se poser la question du positif et du négatif de cette tournée sur le sportif. C'est parti. Alors, il y a eu 3 matchs. Le premier, c'est une victoire contre l'Argentine, 28-13. Après, il y a eu une victoire contre l'Uruguay avec une équipe, on va dire bis sur cette tournée, qui était déjà bis. L'équipe bis de l'équipe bis, c'est l'équipe terre. Et après, il y a eu une défaite contre l'Argentine, 33-25. Si vous voulez bien, on va peut-être finalement décomposer très rapidement. À l'issue de ce premier match, Lucien, qu'on remporte 28-13 avec des Argentins qui n'y sont pas, qu'est-ce que tu te dis ? Tu te dis ah ouais, ces bleus-là, premier match ensemble, ils développent du jeu. Ah, je suis quand même content. Est-ce que t'es heureux ? Il y en a qui n'étaient pas du tout sur de jeux développés. Déjà de base sur la tournée, j'étais content parce que j'étais content de voir des nouvelles têtes parce qu'on sait très bien qu'avec Galtier ça va pas bouger et qu'en novembre on va retrouver la même équipe. Et là, ça permet de voir des nouveaux joueurs. Donc il y avait quand même cette fraîcheur qu'on retrouvait dans la composition d'équipe. Maintenant, le niveau des Argentins sur le premier match était tellement catastrophique que bon, je sais pas si c'est parce qu'ils ont été si mauvais que ça nous a permis de remporter ce match. Mais j'étais content parce que avant toute cette affaire, plein de mecs ont fait un super match, même quasiment tout le monde a fait un très bon match sur ce premier match. On a vu Antoine Frisch qui a saisi sa chance, Ati Sogbe aussi, donc Serein qui s'est montré en patron. Enfin vraiment, c'était un vent de fraîcheur qui était agréable à voir jouer et c'était un super premier match, quoi. Bilan positif sur le premier match ? Oui. Puis on a tendance à dire que les Argentins ont pas été bons, mais on les a rendus nuls. On les a défoncés. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs, ils m'ont impressionné de par leur niveau envie. International. Les Argentins, je les ai trouvés drôlement faibles sur ce premier match, en tout cas. Ils perdent tous leurs duels, ils se font traverser en mêlée, ils gagnent pas une touche, mais c'est aussi parce que les Français ont gagné leur duel. Jean-Baptiste Gros, il avait pas joué en équipe de France depuis je sais pas combien de temps, il avait pas été titulaire depuis 2 ans. Il a atomisé la mêlée de l'Argentine. Sacré retour, lui. Lui, il a saisi sa chance, lui, tu vois. Idem pour Pesanti. L'autre, il met des brins à tout le monde, il marche sur la gueule de tout le monde. Nouchi, c'est un troll des cavernes. L'autre, il a 20 piges, on dirait qu'il en a 35, il joue comme un papa, il prend le ballon, il prend les gars avec lui, il les emmène et tout. Wow. Ah ouais, quand même, là, je me suis dit, ok. On a quand même une génération. Même un réservoir français. Bah oui. Et c'est ce qui me fait dire, avec la possibilité de signer un 4e titre des moins de 20 consécutifs, que Galtier, il a une pression de fou, en fait. Parce qu'il a une génération. On a la meilleure équipe de France de tous les temps, là. Ou le meilleur rugby français de tous les temps. De fou malade. Avant Galtier, 1 titre chez les U20. Depuis son mandat, 4 titres potentiels avec la finale qui va être disputée contre l'Angleterre. C'est-à-dire que tu sais que tes joueurs, c'est des pépites. Et puis, bon, j'ai rien contre eux, mais t'as des joueurs un peu vieillissants, des trentenaires, alors que t'as une nouvelle génération, elle pète tout. Elle devient titulaire en club. Ils ont du temps de jeu. Leurs coachs en club leur font confiance. Un gars comme Ati Sogbe, il a 19 piges, 19 barreaux. Vous avez eu l'impression de voir un gamin jouer? Il traverse le terrain. C'est impressionnant. On va revenir sur Ati Sogbe. D'un coup, Galtier, t'es quand même, je crois qu'on
on peut réclamer des choses de cette équipe de France-là, de celle qui va constituer. On est en droit d'attendre des choses. Alors c'est Mais cruel de cette tournée, qui pourrait devenir un joueur du 15 Premium? Ouais, on va aborder ça dans la dernière partie. Malheureusement. Effectivement. Oui, on connaît un peu le système Galtier. On va bien parler sûr. à la fin de qui a gagné sa place. Après, on va revenir après sur le match contre l'Uruguay parce que c'est un peu particulier. C'est pas du tout la même équipe. Bon, là, c'était vraiment Gigo Rico, là. C'était particulier comme match. C'était un jour pas un match après, officiel. C'était complètement terni par l'affaire, du coup. Donc, Et puis, c'est une équipe où il y a des joueurs, franchement. On parle J'ai de l'impression. Ouais. Ok. Bon, parce que Pozzolo. Oui, voilà. qui traverse les terrains. Bon, lui, on le reverra, mais. Non, mais il y a quand même. J'ai la prétention de croire que je regarde beaucoup de rugby. Il y a des joueurs, je les avais jamais vus jouer. Genre. Léo Dubois. Ouais, Léo Dubois, je l'avais déjà vu jouer en Pro D2 et un petit peu en Top 14. Et non, mais c'est sûr. Je les ai jamais vu jouer. Ben, je suis pas capable de te dire bon joueur, grand joueur. Je sais pas. Au niveau international, après, faut les voir. Même en club, tu vois, Tixeron, je l'ai vu jouer 3 fois dans ma vie. Là, le voir 80 minutes contre l'Uruguay, enfin, il a pas fait 80, mais. Il fait un match mal. Bah ouais, il est très bon. Mais il y a des joueurs de l'équipe de France que je découvre. C'est quand même une situation extrêmement rare. Ouais, je comprends. Et c'est hyper excitant. Après, bon, faut quand même reconnaître que, tu vois, à Pesson, par exemple, franchement, Pesson, j'ai dû le voir jouer une fois. C'est pas des rockstars. Et c'est tant mieux qu'ils aient ce temps-là. Par contre, j'ai une interrogation qui reste en suspens. Ça compte pour une sélection ou pas? Non, ça compte pas pour une sélection. C'est pour ça. C'est terrible pour eux parce que ils l'auront eu dans leur tête. Ils auront chanté la Marseillaise. Voilà, ils ont France A, quoi. On voit cette compo effectivement sur le match contre l'Uruguay. J'aurais jamais pensé qu'un jour il aurait une sélection. Enfin, il en a une avec l'Argentine. Il en a une avec l'Argentine. Et c'est mérité. Mais oui, non. Après, du coup, c'est toute la nuance sur ces tournées d'été parce qu'on est assez critique sur ces tournées d'été parce que ça allonge le calendrier. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose d'aller au bout du monde jouer un match? Mais d'un autre côté, vu qu'il prend pas les joueurs premium à chaque fois, c'est depuis l'ère Fabien Galtier, avant, on allait même en tournée d'été avec les gros joueurs, et ben, ça permet de découvrir des nouveaux mecs, quand même. Et ça, c'est cool. C'est plutôt intéressant. Et c'est utile pour eux, parce que bon, peut-être que du coup, certains vont réussir à se, ou à renégocier des contrats sympas. Aussi, oui, exactement. Une sélection, c'est sûr. Vous signez un international, monsieur. C'est pas la même chose. Quand t'es agent, tu le sais, cette sélection qu'elle existe. Bon, après, le troisième match, il y a eu défaite, du coup, 33 à 25. Pierre, on imagine que ton bilan de la tournée globale à l'issue de ce match-là, il est totalement différent. Et encore une fois, on rentrera dans les questions individuelles dans une dernière partie, dans un débat. Écoute, cette défaite, je l'ai trouvée logique parce qu'on a été en dessous, un peu heureuse parce qu'au final, je pense qu'il y avait un écart plus important, mais j'ai pas eu le sentiment que l'équipe de France était nulle. Vraiment, j'ai pris du plaisir à les voir. Ils ont eu un petit peu de réussite sur certaines actions, des contres, un jeu au pied, un rebond, un machin. Mais ils se sont accrochés face à une équipe qui, sur le papier, est largement meilleure. Cette équipe d'Argentine-là, c'est les titulaires habituels. Ils préparent des grosses échéances. Ils jouent ensemble depuis 4 ou 5 ans. Ils sont pas à rougir de perdre de 6 demi-finale de Coupe du Monde. Ouais. On se demande comment. Mais non, c'était un match différent. Mais moi, j'ai très peur d'une rouste parce que vu la semaine, qu'en plus il y a eu le match contre l'Uruguay, et au final ils ont fait honneur au maillot sur ce deuxième match, quoi. Ouais, non, je comprends. Mais après, vous voyez, quand on voit que bon, on a une deuxième équipe. Alors là, c'était censé être l'équipe B. Pour le coup, si on considère que l'équipe A, c'est avec les joueurs du Stade Toulousain ou de l'Union Bordeaux-Bègles, ou de La Rochelle, cette équipe B a autant de mal contre une Argentine qui joue son match, et après on ira sur le réservoir de l'équipe de France, mais est-ce que c'est pas finalement inquiétant, et on se rend compte, bon, certes on a un réservoir, mais il est pas non plus inépuisable. On a des jeunes en devenir, mais là tout de suite t'as zéro vécu collectif. Franchement, c'est une belle performance de perdre les armes à la main contre l'Argentine. Non, mais complètement. Non, moi je trouve le réservoir impressionnant parce que, et aussi c'est là aussi la qualité du staff, c'est qu'ils savent mettre les joueurs dans les bonnes conditions pour que quand ils démarrent un match avec le mode de l'équipe de France, ils soient pas inhibés par une espèce de pression de première sélection ou quoi, et qu'ils remplissent parfaitement leur rôle, voire même ils se subliment avec des joueurs qu'en top 14 qu'on voit peu et qui là se font des matchs excellents. Et du coup, concrètement, qu'est-ce qui a pas marché sur ce deuxième match? Est-ce que c'est, alors il y a le contexte, bien évidemment, on va pas revenir 150 fois dessus, mais on se fait quand même démonter en mêlée, alors on les avait quand même dominé sur le premier match. T'as la mêlée, un peu la discipline aussi, parce que tu prends un jaune qui aurait pu se transformer en rouge, et assez rapidement, bon, on voit que c'est pas tant la faute de Colombe qu'autre chose, mais il est justifié pour toi le jaune? En fait, c'est la situation. Oui, c'est justifié, il lui met les pots dans la gueule. Mais
C'est les conditions qui font qu'on arrive au jaune qui me saoulent. C'est-à-dire que clairement, le réalisateur argentin arbitrait, quoi, tu vois. Et ça, c'est des situations que c'est tellement énervant. J'accepte moins Mais t'as maintenant. l'impression que Colombe, il peut faire quelque chose là-dessus? Non, mais après, tu peux te baisser. T'es pas obligé de En fait, moi, j'ai cintrer l'impression, à l'épaule. mais j'ai l'impression qu'il va pas au plaquage, mais qu'il va pour gratter, potentiellement. Vu qu'il passe à côté et que l'autre, il Ouais, arrive dessus. peut-être. Toujours est-il qu'il y a un contact avec la tête, que Ouais, bien sûr. Je comprends. Tu sais, c'est un peu comme dans les accidents de la route, tu L'esprit de vois, la règle. où tu percutes le cul du gars qui a pilé devant toi, tu dois rester maître de ton véhicule, bah t'es sanctionné et Ouais. l'assurance tu la prends dans le boule. Bah là c'est pareil, tu vois. Ok, bah il aurait peut-être pas pu faire autrement machin, mais toujours qu'est-il qu'il l'a touché à la tronche Ça a avec changé le match l'épaule. pour toi. Fabien Galtier dit clairement que c'est Oui, ça a règle, changé le match. ça change la dynamique. Derrière, tu prends la carence, t'es à 13 contre 15 Ah, quel pendant bordel 7 minutes. cette fin de match. Bah, ça nous a plombé. Ouais, mais après, ça fait partie aussi des malheurs de ce match-là. Ouais. C'est que t'as Colombe qui est un peu juste physiquement, qui sort, Bamba rentre, 6 minutes après il ressort parce qu'il s'est pété, tu fais rentrer Colombe qui prend un jaune et là tu l'as dans le boule parce que t'as pas de pilier droit. Ouais, Et après, c'est aussi le fantasme. Est-ce que vous avez pas pensé un moment à Pozzolo qui montait un pilier droit? Vous avez pas eu ce petit ça m'est pas frisson? venu à l'esprit. Vu que c'est un vieux Et serpent de maintenant mer. que tu le dis, voilà. c'est vrai que ça me tente bien. Et là je me suis dit, non mais je crois qu'il est pas tamponné droit, donc Non, c'est non, pas possible. Impossible, ouais, ils ont pas le droit, bien évidemment. Non, oui, Je parce rappelle que il qu'ils faut doivent les être tampons, officiellement ouais. inscrits, droite, gauche, les deux. Donc là, la rigueur. PDT, pilier droit, pilier gauche, t'as l'honneur. Mais on a quand même vu le bonheur du rugby sur le GDT, terme des règles, qu'il a fallu au moins 2 minutes de discussion entre tout le monde pour savoir, attendez, qu'est-ce qu'on a le droit de faire là? C'est le rugby. C'est le rugby. Bon, après c'est vrai. aussi C'est la santé des joueurs aussi. c'est aussi les fils qui se touchent du staff, hein, parce que ils le savaient très bien. Ils ont tenté de refaire rentrer un gaucher pour voir si les gars ils sont pas teubés non plus. Après il faut quand même vérifier sur la licence, t'es Ouais, tamponné exactement. quoi. Mais oui, ça fait basculer le match. Ça fait basculer le match aussi parce que il y a des dynamiques d'arbitrage. Et avec ce carton jaune et cette carence, tu sais que l'équipe est à 13 et inconsciemment, tu vas peut-être un peu plus polariser tes décisions sur une équipe que sur une autre. Parce que finalement, je pense que c'est le 4e essai argentin. Moi, je vois un en avant. On le revoit jamais. J'ai l'impression que juste avant le dernier pick and go, le ballon touche par terre et puis il repart. Sur l'action d'avant, il y a un contact en l'air. Je crois que c'est l'Estérétien qui prend épaule pleine tempe alors que ça, clairement, si tu fais 70 ralentis dans les écrans géants, tu sais que il va y avoir un vrai sujet, moi, je trouve, ouais, bien la sûr. gestion des ralentis des réalisateurs, horrible. parce que c'est partial, c'est... Et pour le 6 Nations, jusqu'à France-Irlande, ils avaient un problème, c'était que le TMO était contrôlé par la régie du réalisateur. Ouais. Depuis 2023, ils ont la volonté à World Rugby d'avoir sorti la réalisation et le TMO est indépendant. Mais c'est pas le cas pour les tournées. C'était le cas pour la Coupe du Monde, mais c'est pas le cas, par exemple, pour, je crois que le Rugby Championship, c'est pas encore le cas. Donc, en fonction de ton réalisateur, tu peux avoir le bon ralenti ou le pas bon ralenti. Qui avait très clairement dit que c'est vrai que des fois on sélectionne un peu quand on est français ou autre. C'est dingue. Mais c'est le jeu du rugby. Ouais, mais c'est inadmissible en fait. Non mais quand tu y penses, c'est inadmissible. Ils sabotent les matchs quoi. Enfin bon, voilà pour le positif et le négatif global de cette équipe de France. Et la question qui nous taraude tous désormais, c'est est-ce que certains finalement ont gagné leur place? On en parle tout de suite dans le débat. Alors, je vous pose à vous la question qui est en train de nous regarder peut-être sur YouTube et en commentaire. Est-ce que certains ont gagné leur place? Si oui, qui? Et si par hasard vous nous écoutez en podcast, on vous en remercie. N'hésitez pas à venir sur la vidéo YouTube et à donner votre avis pour mettre un pouce aussi. Le coup de billard à 5 bandes. Exactement. Et si vous écoutez le podcast d'un copain, vous téléchargez le podcast chez vous et après vous allez sur la vidéo YouTube. Mais vous pouvez nous envoyer vos avis aussi par les réseaux sociaux. On a Insta, on a Twitter, etc. Ou par texto. Attends, je vais faire par SMS. Voilà, allez. 07. Qui a gagné sa place en bleu, Lucien? Mais je pense que Colombe avait déjà montré de bonnes dispositions dans le tournoi, et là sur cette tournée il a montré qu'il pouvait être plus crédible à droite et qu'on pouvait compter sur lui au niveau international. C'est pas encore parfait, il a pas la caisse pour mettre 80 minutes la guerre dans tous les sens, mais là-dessus c'était intéressant. Je trouve que Léo Barré a confirmé aussi. Qui plus est, il y a maintenant une place à prendre à l'arrière, hein, évidemment. Et t'as mis Florian Grill aussi. Ah oui, on fait mes tops et mes flops là. Ouais, c'est les deux en un. Ah d'accord, ok. On en était là. Putain, je suis toujours de dos, c'est compliqué. Et oui, non, on en parlait, mais du coup, j'ai trouvé que Florian Grill a eu une très bonne communication sans parler de l'affaire en elle-même, parce que c'est toujours délicat et compliqué de pas rajouter de l'huile sur le feu. Et chaque prise de parole a été pondérée, et ça a permis de
déjà d'éviter un marasme supplémentaire. Donc bravo à lui sur l'aspect communication. Georges-Henri Colombe, il était titulaire sur le match contre l'Argentine, le premier comme le deuxième. Pierre, est-ce que pour toi aussi, il peut avoir gagné sa place? Qu'est-ce qu'il va devoir faire pour vraiment la gagner? Attendre que Winnie prenne sa retraite. Parce que malheureusement, déjà, il peut est quand s'installer à même 23. derrière. Après, c'est son ambition. Tu penses qu'il est à la hauteur? Pas encore. Je pense que si Pili Falatea a un temps d'avance, Je sais pas. moi je pense. Il fait 140 bornes, Colombe. Donc, Ouais, mais ce registre-là, tu l'as déjà avec Winnie et c'est juste moins bon. t'imagines. Peut-être que t'as besoin d'un gars qui est un peu plus dynamique. Et bon, après, c'est mon sentiment. Ouais, bien sûr. Je dis pas du tout que c'est un mauvais joueur. Je pense malheureusement pour lui que c'est encore un poil tôt. Et en plus, il y a jamais eu une telle concurrence au poste de pilier droit. Parce que là, on a cité Falatea. Faut mais qu'il revienne des croisés, quand même. Bien sûr, Ouais. mais il est quand même là. Taofa, il va arriver quand même un jour en équipe de France, même carrément dès le novembre. Donc ça fait un concurrent de plus. Tu as Winnie, tu as Dorian Aldeguerri, tu as Emeric Setiano. Aujourd'hui, On n'a jamais été aussi Ouais, Richard on est Watt. d'accord que à Colombe, fan. Aldeguerri, Colombe, il est pas passé devant, par exemple, Mais Aldeguerri. si, Aldeguerri, vu comme on l'a pourri sur ce plateau, je pense qu'un mec comme Colombe qui a fait C'est bonne quoi la entrée contre question le... Est-ce que nous on le prendrait ou est-ce que Galtier va le prendre? Moi, je pense que grâce à cette tournée, il a peut-être gagné son billet de numéro 2 pour avoir peut-être ouais. Winnie en première mi-temps La et question est la même du coup pour Lucien. Ouais. Pour lui, il le prend et Galtier, Ouais. il pense qu'il va la gagner. Moi je pense Tu peux avoir une réponse, moi je pense que je le prends et je pense que Galtier le prendra pas. Ok. Je pense Intéressant. qu'aujourd'hui, il préfère avoir Baye, bon, quand il sera remis, Marchand ou Movaca, et Aldeguerri dans le coin, parce que faut pas oublier que t'as la gestion d'un groupe, tu vois. Donc, c'est mieux d'avoir un vrai numéro 2 et avec une forme de cohérence. Il est sympa, il est copain avec les autres. Enfin, tu vois, il y a pas que les performances sportives. Après, si tu me dis, moi, qui je préfère? Ah oui, bien sûr, je prends Colombe tous les jours. Ouais, non, mais Et puis faisons après, comme ça pour Tofa, bien. du coup, j'attends de voir comprendre. quand même. Enfin, je suis d'accord avec toi que c'est une bombe en puissance, mais on attend de voir du coup. Ouais, bon, il est sélectionnable en Tatafou, novembre. plutôt. Tatafou, Oui. pourquoi j'ai dit Oui, Taoufa? Et puis, moi, Tatafou. J'entraîne tout le monde dans ma galère en C'est plus. clair, Alors Taoufa, pas du tout, c'est Tatafou. Oui, Tatafou. oui. Mais c'est pareil, écoutez. Tofa, c'est le droitier de Bordeaux. Oui. Voilà. Oui, Il joue à qui n'est Tarbes, pas- là. Ouais. qui n'est pas du tout sélectionnable. Oula non, hein, oula. qui est pas- Ouais. Loin de là. Et évidemment, Mm. c'était de l'ironie. Vous connaissez Pierre. Voilà. On n'a plus le droit trop de l'ironie, j'ai l'impression. Ouais, là, je fais c'est gaffe. une émission un peu. Attention, tu termines Attention, sur- c'est une blague, faites pas des Ouais, commentaires, machin truc. Oui, oui, oui. Les tops de Pierre. On va regarder individuellement qui est. Ça m'intéresse. Est-ce que tu as choisi? T'as choisi Lester Etienne, Oui. Baptiste Pesanti. Alors, Oui. heureusement que c'est pas Lucien, sinon on t'aurait accusé de clubisme. Oh, les bras sur cette photo. Ouais, de Lester Etienne, il paraît pas. Alors, devant Baptiste Pesanti, il m'a bluffé. Voilà, je le dis humblement. Entre l'activité, la rudesse, la capacité, parce qu'il poussait quand même axe droit sur certaines mêlées, il est monstrueux. Il est monstrueux. C'est-à-dire que le Stade Français a peut-être une des meilleures mêlées de France, c'est probablement en partie grâce à Baptiste Pesanti. Et puis il est pénible, il est rugueux, il est toujours à la limite de la règle, il fait mal, mais il est il est parfois, pour le suivre sur toute la saison, un en petit tant peu que grand au-delà. supporter du Stade Français, un petit peu indiscipliné. Donc pour le niveau international, ça peut ne pas Mais faire là, Galtier, ça. sur cette tournée, ça Ouais. n'a pas été le cas. Ouais. Et je l'ai trouvé rugueux, chiant, dur. Il a mis des timbres, il prend Kremer à un moment, il le pète en deux et tout. Oh, Il je a- me suis il a dit, une gueule de rugby, quoi. ouais, Ça j'ai par-dessus le adoré. marché. J'ai adoré. Ouais. Et Lester Etienne, je pense qu'il a une vraie carte à jouer. Ça fait partie des rares joueurs qui peut gagner sa place. Il fait ce que Gabin Villiers peut plus faire aujourd'hui. Il gagne tous ses duels. En l'air, au sol, il défend le plomb, il met les mains, il casse des gueules. Enfin, il est rapide, Alors- il se propose, il Ouais. est impressionnant. Vraiment, je pensais pas que sur une tournée, on puisse avoir des ailiers qui se révèlent parce que c'est pas trop le terreau. On a deux ailiers très différents, mais qui ont été très bons. Et Lester Etienne, c'est juste pour lui. C'est que c'est une juste récompense de le voir sélectionné. Parce qu'il est exemplaire au Stade Français depuis 4 ans ou 5 ans. Parce qu'il avait Pourtant, il a eu des goûté- moments très compliqués. hein. Ouais. Il mais- a failli arrêter le rugby quand il est revenu au Stade Français. Il se demandait un peu ce qu'il faisait là. Et Il avait après, du il a mal tout- à d'ailleurs accepter tous les La- sacrifices qu'il faut faire pour être pro. Et en plus, il avait goûté à Marcoussis. Un peu comme Jules Favre. Il avait un peu, on lui avait mis l'eau à la bouche. On lui avait dit, viens voir, ça sent bon, t'as vu, allez, rentre chez toi. Et c'est terrible. Et donc là, il a eu sa chance sur cette tournée. Et je l'ai trouvé vraiment excellent. Ouais, Et c'est intéressant. il gagne les ballons dans les airs. Il y a pas beaucoup Je d'ailiers pense chez nous. qu'offensivement, ils sont capables, ces deux joueurs-là, notamment d'atteindre un niveau international. Bah oui, parce qu'au final, évidemment, c'est pas Damien Penaud, mais ils ont des garanties et des qualités que les autres n'ont pas. Louis Bielbiarré sur les ballons hauts, il prend un ballon sur deux sur la gueule. Damien Penaud, défensivement, il s'envoie de ça.
mais c'est quand même assez peu académique. Les Stérétiens, ils t'apportent quelque chose d'autre. Ouais. Alors, il a pas de jeu au pied. Il est pas forcément hyper élégant. C'est pas le gars qui te fait des courses chaloupées magnifiques. Mais il gagne tous ses duels, quoi. On peut regarder les autres joueurs. On va regarder la compo du premier match, notamment. Si on se dit que certains ont gagné leur place, autant prendre le match justement où on a gagné. Quelques noms, les gars, qui vous ont un peu marqué comme ça à la volée. Gros, je l'ai trouvé vraiment très bon. Barlow, c'est solide. Hein. Ouais. Alors ça dépassera jamais Movaca Marchand, soyons clairs. Mais c'est le troisième homme pour toi. Ah bah après Bourgarit en Bourgarit forme, c'est énorme aussi, donc ouais. C'est compliqué. Mais Barlow a fait une très bonne tournée. Ça, moi, c'est dit et c'est clair. Moi, c'est clair qu'il a pris un petit temps d'avance sur Bobigny, par exemple. Ouais. Et Barlow, il y a un truc dont on parle très peu, c'est que défensivement, il est comme ça. Oh, il paye pas de mine offensivement, Ouais, c'est pas vrai. un gros porteur et tout, mais il met des caramels. Ouais, il a une bonne restitution de sa masse, en gros, et voilà. Et il y en a un, on n'a pas encore évoqué son nom, mais c'est Joseph. Jordan Joseph fait une très bonne tournée. Sur le deuxième match, un peu moins. Du coup, je reste plus sur ça, mais oui, sur le premier match, c'était pas mal. Mais c'était ses premières sélections aussi. Ouais, c'est bien, et pour un numéro 8 qu'on avait annoncé prodigieux et qui a mangé un peu du caca quand même, il a connu la galère, hein. C'est-à-dire que il est allé à Pau, le mec, hein. T'imagines? il a joué dans le Béarn. Il joue au Palo. Ah, mais tu t'imagines? Non, mais au Racing, pas gif, donc pas sur les feuilles, 2 ans quasiment. Il revient petit à petit. Ouais. Là, ça fait 2 ans, 2 ans et demi qu'il joue régulièrement. Il est bon, et puis, c'est très précieux. C'est un numéro 8 qui ne fait pas de bêtises. Et c'est vrai, exactement. Ouais, quand on voit la demi-finale de Castro Ferreira avec la U20. Ouais. C'est colossal aussi. C'est un très fort, je crois qu'on peut dire que c'est un bon joueur. un Tu bon rajoutes joueur. à ça Leninouchi, Judicaël Cancorier, enfin, tu vois, les malheureux qui ont la malchance d'être de la même génération que François Cross, que Anthony C'est Gelonge, terrible, que Greg Aldrit, même un gars comme Dylan Cretin, tu t'imagines, il est même plus dans la discussion. Et Ouais, c'est vrai, il exactement. est sous-croisé, là. On va regarder Ouais, ça peut jouer un la peu compo sur le sur fait le deuxième match contre l'Argentine, où Antoine a mis, je trouve, à raison 2 hommes en Michael en sortie. Aussi. Guillard et Nouchi. Alors Nouchi a plaqué comme pas possible sur le 25 deuxième plaquages. match, 25 plaquages. Troll des Et cavernes. Guillard, c'est vrai qu'il Puis il a pris, était hein. très bon, le Lyonnais. Je pense certains l'ont Guillard, un il est peu intéressant découvert. parce qu'à Lyon, il joue 4, il le met Et 5 8. parfois aussi, et 8. Donc le Ouais. gars, tu peux le mettre partout, il est bon ballon en main, il va sûrement a être un vu. gabarit puissant. Donc très très intéressant. Il va sûrement être vu. Alors il y a 3 autres mecs, on les évoque très rapidement, puis ils sont peut-être entre deux. Est-ce qu'on va les revoir ou non? Enfin, pas les revoir, parce qu'on va les revoir. Je pense à Serein, Gaëton et Barré. Le capitaine Serein. Est-ce que vous pensez qu'il peut être revu en La question en c'est équipe de France? est-ce qu'il a le droit de jouer 2 minutes après Antoine Dupont avec les joueurs premium? En soi, oui, il a de l'expérience, il est capable de coups, mais bon, Moi, je pense malheureusement que non, hein. après, parce que le Garec qui a passé devant lui. Sur un plan pragmatique, tu veux dire, il a... Ok, bon. Je vais vous poser des questions très simples. Est-il meilleur que Dupont? Non. Est-il plus prometteur que Nolan Le Garec? Non plus. Est-il moins gourmand que Maxime Lucu? Non. C'est-à-dire qu'il a le défaut de ses qualités, c'est un joueur exceptionnel, juste un tout petit peu moins que le numéro 1, et forcément, on préfère les numéros 2 au numéro 1. Il lui a offert le capitanat de cette tournée en lui disant, voilà, je te fais un cadeau. Non, Après, il a marqué des points, parce que si des mecs se blessent et tout, quand on fera ça à Serein, on dira, c'est un mec qui est capable de prendre le lead, c'est un capitaine, il a de l'expérience, il est capable de gérer une fin de match, donc tout n'est pas perdu pour lui. Mais Pierre a très bien résumé, quand tu mets tous les paramètres ensemble, c'est compliqué pour ça. Puis il faut parler de Couillou aussi. Couillou, Jono. Je sais pas ce que doit faire Couillou. Il a marqué encore 2 essais, là, c'est le meilleur marqueur du top 14. Le mec, faut qu'il tue Dupont, quoi, sinon ça marchera pas, quoi. Ouais, non, mais c'est des mauvaises idées. On est sur une émission ironique, sur de l'humour. Faut se rentrer l'accusé. C'est plus jamais. Non, mais c'est vrai. Et même derrière Carbonneau, qui est ultra prometteur, ouais, Jono, qui a eu du temps de jeu sur cette tournée, Léo Colli, qui était pas là. Enfin, en termes de demi-mêlée, je suis pas du tout inquiet, quoi. Vraiment, j'ai l'impression qu'on tape dans un arbre, il y en a 5 qui tombent, ils sont tous forts. Donc, c'est pas le poste où je suis le plus inquiet. En revanche, et c'est pour ça que j'ai parlé de Jean-Baptiste Gros, au poste de pilier gauche, on commence à être de plus en plus léger, parce qu'à droite, on se renforce, on naturalise certains joueurs, on va chercher des très bons joueurs de club et tout. À gauche, on commence à être un petit peu inquiétant, parce que derrière Gros et derrière Baye. Beria, qui a joué le match contre l'Uruguay. Ouais, mais Georges Beria, ou Wardy, mais on est quand même un ton en dessous du niveau international quand tu vois l'importance des piliers gauche. Boniface, il fait une très bonne saison avec l'UBB. Je sais, il est pas titulaire en phase finale, mais c'est titulaire sur toute la saison.
Bon, il a sa carte à jouer lui aussi, hein. Mais bon, c'est vrai que c'est pas énorme à gauche. Ouais. Bon, on va pas débattre de Gaëton et de Barré qu'on reverra sûrement. Oui. Ils ont pris des sélections, on pourra en reparler. Barré sera titulaire probablement pour quelques années à l'arrière de l'équipe de France. Ah, tu penses qu'il est passé devant Ramos? Bah, je pense que il y a Ah la non. question qui, bah, je pense que la question va se poser, hein, sincèrement. Hein. Mais ça, parce que Ramos c'est le seul vrai buteur de niveau Bah international. non, tu peux faire buter Dupont, Ntamak. Ouais, mais Ntamak il est un buteur, il ouais, bute mais à 80% de réussite avec. Il bute pas en club, c'est jamais lui qui prend le but sur les matchs importants, il s'entraîne pas pour ça, pour être le buteur décisif Ah, moi à la 80e moi, je minute. suis Donc curieux. Ok. je le verrais pas sortir Ramos qui est son buteur pour Moi, Léo Barré. moi, Même je si pense Léo Barré que- a un talent énorme. Voilà, je pense que Léo Barré t'apporte davantage de créativité, de folie, de longueur au pied, et tu vas être dans Ah, c'est l'obligation. tout Galtier, ça. Bah, Créativité. mais non, mais tu vas être dans Ah, mais c'est ça l'obligation. qui me- Tu vas être dans l'obligation de trouver des parades. L'équipe de France est lénifiante et monolithique et chiante à crever. C'est la seule petite étincelle de ton équipe avec Damien Penaud. Je crois que ce système avec deux animateurs, que ce soit un 10 et un 5/8e ou un 10, un 15 qui vient se proposer en deuxième attaquant, quelle équipe aujourd'hui produit du jeu en ayant ça? Pas beaucoup. Pas beaucoup. L'Angleterre a essayé, ils sont revenus en arrière. Les Néo-Zélandais sont passés à autre chose. Je crois que l'Irlande ne le fait pas. Je crois qu'on est sur une nouvelle dynamique. D'après moi, c'est mon sentiment. Léo Barré a plus une palette différente et tu en auras plus besoin pour gagner des matchs. Après, Thomas Ramos, ce serait dégueulasse pour lui. Je reconnais. Il C'est un reste- grand il reste buteur, un grand monumental, joueur, quand même. ça. Bien sûr. Mais je me pose la Puis question. Galtier qui veut de la sélection, qui veut de l'expérience, je le vois pas sortir. bien sûr, son bien Ramos, sûr. quoi. Bah, si Et tu après- le fais, c'est maintenant. Hein. et Après, c'est après- trop tard. On imagine que la réflexion se fera par rapport aussi au retour de Romain Ntamak, parce que dans la construction de cette équipe, avoir Romain Ntamak, ça permet aussi peut-être de se dire on a plus puis tu Ramos. Enfin, faut voir. Tu défends plus du tout pareil et Exactement. Ça. t'as pas vraiment la même façon d'attaquer non plus. T'as pas besoin d'avoir un deuxième gars qui vient soulager ton 10. T'as le meilleur 10 du monde. Non, Ah, mais c'est voilà. clair. On termine, sinon Antoine, notre chef d'édition, va rater Son train. D'ailleurs, Antoine, si tu dois passer sur le plateau, parce qu'il est obligé de passer sur le plateau pour pouvoir partir, n'hésite pas. Mais sinon, on veut bien les flops de Pierre et de Lucien sur cette tournée-là. Encore une fois, le mot flop, c'est très lourd, Oui. mais les potentielles déceptions, bah, si on dit top, on doit assumer et dire flop. Voilà, d'ailleurs, il y a Antoine qui arrive et qui va passer pour aller prendre son train. Voilà, c'est en voilà, plein on pot. accueille- Ah, Voilà. Et voilà, il fait tomber la déco. le seul qui travaille dans cette émission, incroyable. Exactement, voilà. On le vit ensemble. Qui passe une belle journée. Tu pars où, Antoine? Antoine. Marcoussi, là. Il va, tu re- problème de la cocaïne. Il était déjà ce matin à Marcoussis, d'ailleurs, pour Il fait assister que à ça, à mon avis, à la dans le con. sac. Comment te dire? Exactement. Les flops, bah, moi, j'avais mis. Du coup, j'ai pas vu, c'est... J'ai mis Demba Bamba et Antoine Frisch. J'explique le truc, c'est pas tant des flops sur leur niveau que des flops sur les attentes que j'avais. En gros, c'est très subjectif, mais Demba Bamba, j'avais la croyance qu'il allait s'imposer à nouveau dans la rotation et dans le fait qu'il allait potentiellement toquer à la porte de l'équipe de France. Le malheureux, il se pète en 5 minutes dans le match qui compte vraiment. Il a rien pu montrer. Je suis très déçu pour lui, d'autant que c'est un joueur auquel je crois beaucoup. Donc bah je le mets en flop, mais c'est plus Ouais. une façon de souligner la déception. Tu vas te faire des Frisch- ennemis avec Antoine Frisch. Non, mais en fait j'espérais beaucoup parce que c'est le seul vrai 12 qu'on a, et sa fin de match contre l'Argentine m'a un petit peu inquiété parce que le premier match il est très bon, il marque, il défend, vraiment un leader de la défense, dur sur l'homme, tout ça. Et le deuxième match, déjà physiquement un peu sec, un peu plus difficile pour lui comme pour toute l'équipe de France. Mais surtout, j'ai vu quelques attitudes qui m'ont un peu étonné. Il met un brin terrible à un de ses coéquipiers parce qu'il vient pas fermer petit côté. Il dit, ah, qu'est-ce que tu fais? Et tout, il l'engueule et tout. Je me suis dit, oh, qu'est-ce qu'il lui prend à celui-ci? Et puis après, voilà, c'est très subjectif. C'est Mais peut-être plus... Alors, je sais pas, mais c'est peut-être plus la même culture qu'il a aussi. Peut-être qu'au Leinster, il y a... t'as le droit de gueuler sur tes copains. C'est juste que là, Ouais, non, mais je trouvais ça. Mais... Au Munster. Au Munster, t'as raison. Qu'est-ce que t'as dit? Au Leinster. Rien. Bon, Ah, rien j'ai d'autre, dit mais- Munster. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Les Génais, il a Il a dit Munster, je crois. Il a Ouais. dit Munster, je crois. J'ai Il a dit dit Munster. Munster, d'ailleurs. Je sais pas pourquoi J'ai dit tu l'as Munster, répété, Lucien. Non, mais d'ailleurs. j'aime pas ça. Donc voilà, il fallait en mettre 2. Il m'a pas Ouais, je époustouflé, je l'ai trouvé solide, mais T'aimerais le Voilà. revoir quand même? en dehors du rugby, tu veux dire? Non, oui, je me soumettrai à la volonté de Fabien Galtier. Je le trouve pas indispensable, en fait. Ouais. Je trouve que... Tu penses qu'on a déjà le... Ben non, c'est ça mon problème, c'est qu'on n'a pas de 12.
mais je l'ai pas trouvé suffisamment fort. Celles qui sont utilisées par Fabien Galtier. Ouais, en fait, pour moi, Gaël Ficou est un excellent premier centre. Ce serait formidable. Associer un vrai second centre comme Nicolas Deporter, ce serait super. Mais pas mettre Nicolas Deporter en 12, pas mettre Jonathan Lanty, le destructeur, en 12. Sur l'inversion des postes et tout ça. Je sais pas, il veut mettre les meilleurs joueurs dans les meilleures conditions, mais je pense que, voilà, je sais pas si c'est très clair. Je l'ai trouvé moyen plus. J'espérais beaucoup parce que on nous avait vendu la pépite du Munster. La pépite du Munster. Enfin non, vous nous avez vraiment raconté qu'il était indispensable à l'équipe de France à tel point qu'il fallait le voler aux Irlandais au plus vite. Je trouvais que c'était un très bon joueur. Voilà. Ouais, je comprends. Lucien, tes flops? Et ben les flops, donc c'est Simeli Donivuku, et c'est pas de sa faute, j'ai pas mis en flop à cause de lui, c'est que le staff ne l'a pas fait jouer. Oui. Et je suis déçu, je suis triste parce que il y a un côté ovni, un Fidjien qui est français, qu'est-ce que c'est que ça? Qui casse des gueules et qui fait sans diplôme. Qui peut jouer 12 parce qu'il a une formation de 10 en plus, je crois. Donc bref, j'aurais vraiment aimé le voir et on l'a pas vu, mais on l'a même pas vu du tout, quoi. Il est pas remplaçant ou quoi, donc là-dessus je suis déçu pour lui et j'aurais aimé le voir jouer, donc ça c'est mon flop. Et sinon, Laclaya aussi, mais c'est un joueur, j'en attends beaucoup parce que ce qu'il faisait en Pro D2, j'aurais aimé le voir en top 14. C'est ton Demba Bamba, toi. Voilà, exactement. Marquer des 750 mètres, tordre les types en mêlée. Il a eu du mal à franchir le pas avec le Racing. Et là, j'aurais aimé espérer qu'il essaye sa chance avec l'équipe de France. Il s'est pété au bout de 17 minutes aux côtes. Donc là-dessus, c'est mécaniquement un flop, mais j'en suis déçu et désolé pour lui. En plus, c'est terrible parce qu'il a fait une saison, infirmerie, il coûte un fric fou à la sécu. C'est de l'humour. Faites pas de blague. Et entre lui et Demba Bamba, on les a même pas cités dans les postulants à droite. Ça veut dire qu'on a quand même 10 joueurs qui potentiellement peuvent faire la maille. C'est formidable, mais ça veut dire que quand tu loupes le train, c'est un peu dur de le rattraper. Effectivement, alors le prochain rendez-vous des Bleus, les gars, c'est France-Japon. Le 9 novembre à Saint-Denis. J'y serai pas, ça m'intéresse pas. Alors, c'est vrai qu'on rejoue en plus contre l'Argentine juste derrière. Oula. Ah, la tournée de novembre, horrible, quoi. Ouais, ça va être... Donnez-nous des box, des blagues. Mais entre les deux, les gars, il y a les Jeux Olympiques. Et le rugby à 7. Combien de médailles? Ça donne un peu de sourire, quand même. Combien de médailles? Bon, moi, j'imagine, pour moi, 2 médailles. En tout cas, j'attends 2 médailles. Pourquoi Disons pas? que si j'en ai une en or, je suis content que ce soit les filles ou les garçons. Oui. Et j'aimerais que l'autre soit au moins récompensé d'une finale. Il mérite. Moi, de manière, il mérite deux médailles d'or. Pour moi, ils sont capables d'aller les chercher. C'est l'école des fans. Non, ils sont capables d'aller ils chercher. Ils méritent tous des médailles d'or. Les 12 Alors, c'est équipes. pas le bon mot. C'est pas le bon mot. Mais ils sont tout à fait en capacité d'aller chercher les médailles d'or, les deux. Presque plus chez les garçons, étonnamment, que chez les filles, contrairement au cycle précédent où les filles étaient vraiment top niveau très mondial, fort, ça. Là, il va falloir faire 1 ou 2 grands matchs pour les filles pour vraiment s'assurer de la médaille. Elles ont un petit peu reculé dans la hiérarchie mondiale ces dernières semaines. Elles valent entre la 3 et la 5e place. Chez les garçons, franchement, on est un petit peu excités. Champion du monde. Ouais. On est un petit peu excités ou on n'est pas excités? On est un petit peu excités. Il faut que ça y aille, là. On est un petit peu excités. Ah, t'y crois, Lucien, sur complet. le Puis on a Antoine Dupont, donc, mec. Et ça fait la différence pour toi? C'est clairement ce qui fait la diff? Non, parce que c'est pas un vrai joueur de 7, donc, dans le sens que, enfin, oui, ça peut apporter quelque chose, mais bon, faudra que ça marche surtout collectivement, quoi. Après, franchement, il est très très fort. Oui, il est très très fort. Je veux, peut-être un jour on fera une émission. Est-ce que c'est le plus fort de tous les temps? Vraiment? Je n'ai jamais vu un joueur. On va nous engueuler, on va dire, mais ne comparez pas les époques. Eh ben, on va le faire. Ouais, ça fait des vues de se faire engueuler. Bien sûr. Ça fait des commentaires. Cliquez, insultez-moi. Voilà. Non, mais en vrai, je me pose la question, notamment depuis la finale. J'ai eu la chance d'y être. Ouais, c'est une finale de top 14, c'est un niveau stratosphérique, on touche du doigt les étoiles. Non, mais c'est incroyable. Il aura marché sur la gueule. Il a joué, on avait l'impression qu'il jouait contre des gosses. Ce sentiment-là du gars qui, il va faire un tour avec la réserve parce qu'il est pété, puis en fait il est trop fort donc il remonte avec la première, ça m'a fait vraiment cette impression-là. Il est trop fort. Antoine Dupont, un défaut. Notre maître à tous. Voilà, un défaut, trop fort. Trop fort. Beaucoup trop fort. Merci à tous de nous avoir suivis sur Bureau Oval pour cette émission. Finalement, où on a effectivement un peu exorcisé et on attend évidemment vos avis en espérant qu'on a abordé le sujet du mieux possible. Trop pour certains, pas assez pour d'autres. Alors, on peut pas satisfaire tout le monde, mais on espère en satisfaire le plus possible. Merci beaucoup à Léo en régie, à Antoine qui a bossé sur cette émission et qui s'est barré. Et qui s'est barré, il en a marre. Est-ce qu'on est rentré à la maison, tu vois. On réduit son salaire quand c'est comme ça, Antoine, ou pas? Là, on peut voter à la majorité, il est plus là. Qui vire son salaire? Bon, après, il est pas payé, les gars. Ah ouais, c'est pour ça. Il est payé quand même. Allez, merci à tous et à très vite sur Bureau Oval. Bisous, ciao, ciao.